bonjour à tous et bienvenue dans Chine-Afrique, votre nouvelle émission sur Global Africa. Nous allons nous efforcer de décrypter de façon objective les interactions entre la Chine et l'Afrique moderne. L'objectif, mieux comprendre quel levier de développement économique et de modernisation structurelle peut apporter cette coopération. Et bonjour à notre invité, Monsieur Jérémini. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Avec plaisir. Vous êtes expert de technologies environnementales chinoises, notamment des véhicules électriques, donc les EV. Moins chers, plus rapides, aussi fiables que ses contreparties européennes. Les exportations de véhicules électriques chinoises ont bondi à 3,5 millions de véhicules, soit une hausse de 27% en 2023. Comment expliquez-vous cette croissance impressionnante de l'industrie automobile chinoise ? Oui, c'est vrai que la santé de l'industrie automobile chinoise électrique se porte très bien. Je pense que pour deux raisons. La première raison, c'est que la Chine, depuis longtemps, était toujours en retard par rapport au monde occidental. Et tout le monde a bien compris que l'industrie automobile est le pilier industriel d'un pays développé. Donc la Chine a toujours essayé de rattraper le retard. Mais il se trouve que dans le secteur automobile, vous avez deux types de moteurs. D'un côté, c'est l'essence, gasoil, donc on l'appelle la combustion interne. Et l'autre, c'est électrique. Eh bien, donc les Chinois disent, puisque c'est dans le secteur traditionnel, je n'ai pas réussi, maintenant je vais travailler dans l'électrique. Donc les Chinois ont beaucoup préparé et ils ont très bien réussi. Donc maintenant, la Chine a des batteries, a des moteurs, a de tout le système de contrôle électrique. Donc ils sont très très bien placés. Donc eux, ils veulent aller beaucoup plus loin pour prendre, pas la domination, mais la bonne place. Premier point. Le deuxième point, c'est que vous savez très bien que depuis à peu près 20 ans, 30 ans, l'économie chinoise est basée sur trois piliers. Le premier, c'est l'infrastructure, l'immobilier. Le deuxième, c'est l'export. Et le troisième, c'est la consommation interne. Mais il se trouve que depuis à peu près 5 ans, l'infrastructure, l'immobilier est malade. Et donc, il va falloir trouver des choses pour les remplacer. Donc, effectivement, les Chinois ont trouvé un panier d'activités pour le remplacer. Là-dedans, il y a les voitures électriques, les panneaux solaires, les robots. Vous avez également l'énergie nouvelle, etc. Les Chinois disent, puisque maintenant on va remplacer l'infrastructure immobilière, donc maintenant on va développer davantage ce secteur, l'automobile, là-dedans, qui joue un rôle tout à fait important. Il y a aussi un marché local très important, n'est-ce pas? Oui, effectivement, le marché chinois, grosso modo, l'année dernière, la Chine est le premier marché qui a vendu à peu près 30 millions. Là-dedans, il y a 23 millions de véhicules particuliers et tout le reste, c'est du camion, de bus, etc. Donc c'est aussi 59% des véhicules électriques vendus dans le monde. Oui. Et en Chine, quand même, c'est énorme comme marché. Effectivement, voilà. Et aussi une concurrence importante. Donc, en mai 2024, les États-Unis ont porté le droit de douane à 100% sur les EV chinoises. Et il y a la Commission européenne qui entame une enquête depuis octobre 2023 sur des subventions potentielles de l'État chinois aux certains constructeurs chinois pour, alors, selon eux, remédier aux effets des pratiques commerciales déloyales. Que pensez-vous de ces mesures ? Alors, donc vous avez parlé de choses. La première chose, vous parlez des États-Unis. Les États-Unis, effectivement, ils ont décidé de taxer 100% sur les véhicules électriques pour punir les Chinois pour surcapacité, etc. Mais il se trouve qu'aux États-Unis, il n'y a aucune voiture électrique parce que ça a été interdit, donc il n'y a pas. Donc pourquoi M. Biden a décidé de punir les Chinois et pourtant il n'y a pas? Mais simplement, c'est une manipulation politique. Parce que M. Biden a déclaré cette décision à Michigan devant les travailleurs automobiles pour dire que oui, nous allons interdire les Chinois 100% de taxes, mais il n'y a pas de voiture chinoise. Donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait politique, premièrement. Deuxièmement, maintenant, concernant l'Union européenne, je voudrais vous dire, c'est que tout le monde sait que maintenant, la Chine a développé une capacité industrielle très importante. Les statistiques montrent que la puissance industrielle manufacturière chinoise est plus importante que la globalité de 10 pays derrière. Donc non seulement dans le secteur automobile, électrique, dans les panneaux solaires, éoliennes, TGV, etc.,
Les Chinois sont très puissants. Là. Et donc, à cause de ça, oui, donc les Chinois produisent beaucoup, hein, mais il faudrait quand même reconnaître que l'économie chinoise aujourd'hui ne se porte pas très très bien. Donc effectivement, il y a un problème de surcapacité. Ça, il faut le reconnaître. Donc les Chinois essayent de vendre ailleurs, mais pas du tout de la manière accusée par les Occidentaux. Pour vous, il n'y a pas des subventions de l'État chinois. Mais tout le monde subventionne, tout le monde. Boeing subventionne et Airbus, tout le monde fait ça. Alors voilà, donc je pense qu'il faudrait finalement s'asseoir, négocier calmement. Hein. On a des compromis à trouver. Donc, comme vous avez dit précédemment, hein, la Chine est quand même assez en avance. Oui. Je pense que ça, on n'a pas bien compris peut-être dans l'Occident, qu'en fait, sur les technologies environnementales, n'est-ce pas, la Chine développe énormément. Par exemple, il y a un recyclage de batteries qui est en poussée. Et donc, quelles sont les autres technologies environnementales chinoises à observer? Oui, mais il y en a effectivement plusieurs. D'abord, dans le secteur de nouvelle énergie, premièrement, c'est le panneau solaire. Hein. Le panneau solaire, donc, c'est une énergie propre, hein, venant du rayon de soleil, donc, qui peut tout à fait réduire l'émission des polluants. Hein. Donc la Chine, aujourd'hui, a une capacité tout à fait phénoménale. Je dirais à peu près 80% de capacité mondiale, hein, de panneaux solaires. Hein. Vous avez également éoliennes. La Chine aussi a développé une capacité très importante, notamment les Chinois, aujourd'hui, mettent l'accent sur les éoliennes maritimes. C'est-à-dire qu'au lieu de construire sur le continent, et maintenant on va le faire dans la mer. Pourquoi? Parce que ça ne prend pas de place, parce que le vent est plus fort, parce que 24 sur 24 heures, il y a du vent est plus fort, donc plus d'efficacité. Et naturellement, c'est très proche de Shanghai, de Guangdong, parce que c'est à peu près 50 km. Donc, c'est pas comme vous avez des éoliennes à Xinjiang, à Tibet, c'est 5000 km. Donc, il faut le transporter et ça coûte beaucoup d'argent. Et aussi, il y a des pollutions. Hein, donc, voilà. Et donc, dans les éoliennes, les Chinois, on travaille très bien. Hein, et puis, vous avez également, dans d'autres domaines, par exemple, le nucléaire. Ah, donc, aujourd'hui, les Chinois sont bien placés dans le nucléaire, dans ce secteur tout à fait stratégique. Donc on dirait qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a le 4e génération. En France, on a le EPR. EPR, c'est la 3e génération. Donc pour la 4e génération qu'on a développée suite à l'accident technique à Fukuyama, comme au Japon, eh bien, on a développé la technologie de 4e génération. Eh bien, aujourd'hui, les Chinois, le seul pays au monde qui dispose de 2 réacteurs de 4e génération, mais évidemment c'est petit, hein, c'est un petit peu une expérimentation, mais ça s'avère très efficace. Donc les Chinois mettent bouchée double pour développer cette énergie propre. Et enfin, on a également le petit moteur, on l'appelle SMR, des modules, c'est modulaire, donc le central modulaire. Et ben, les Chinois, ils ont déjà mis en place ce genre d'outils de production. Donc c'est vrai, évidemment, je parle aussi de batteries. Hein, la batterie, c'est la nouvelle énergie, et que les Chinois est tout à fait bien placés, que non seulement les batteries un peu nickel, manganèse, mais les Chinois, ils travaillent également sur fer phosphate, ils travaillent également sur les batteries semi-solides, batteries solides, et également les batteries thorium, les batteries sodium. Alors, tout cela, c'est un panel de technologies dans laquelle les Chinois travaillent beaucoup. Mais d'où vient cette capacité d'innover? Mais d'abord, alors, d'où vient? Très bonne question. C'est que d'abord, il y a des besoins. Le besoin, vous savez, quand je suis venu en France, il y a à peu près 30 ans, l'électricité venait essentiellement du charbon. 90%. Donc les Chinois ont été accusés par tout le monde, oui, vous êtes le pollueur, c'est vrai, c'est une lourde responsabilité mondiale. Donc la Chine essaye de trouver des solutions. Donc la meilleure solution, c'est de développer panneaux solaires, éoliennes, nucléaire. Et donc, il y a beaucoup de projets. Dès lors que vous travaillez beaucoup sur le projet, forcément, vous avez plus de chances
d'avancer, d'autant plus que les Chinois sont tellement nombreux. Donc les Chinois, ils ont une bonne pratique, c'est toujours attiser des compétitions dans le pays. Hein. Donc il y a une centaine d'entreprises qui travaillent dans le panneau solaire, il y a centaines dans l'éolienne, il y a 4 ou 5 dans le central nucléaire. Donc tout le monde se lance des nouveaux projets, essaie d'avancer avec des innovations. Donc c'est grâce à la compétition que la Chine avance avec l'innovation. D'abord, la concurrence locale. Hein. Oui, d'abord, évidemment, local. Il faudrait aussi dire que la Chine a une population 1,4 milliard de Chinois. Donc l'Europe, on est à peu près 500 millions, l'Amérique 300 millions, le Japon 100 millions, en tout on a 900 millions. Et la Chine tout seul, il est plus que tous ces pays-là. Donc ça donne un marché gigantesque. Donc c'est une base, très bonne base pour la compétition. Absolument, c'est vrai que la population, le chiffre toute seule, elle nous va dire beaucoup de choses. On peut vraiment mobiliser ce potentiel humain. Oui, tout à fait. Bon, mais quand même, alors, il y a quand même une tendance de vieillissement de la population. Donc, est-ce que vous pensez qu'on peut quand même continuer en Chine à innover comme ça, vu qu'il y a cette tendance de dépopulation qui arrive. Aujourd'hui, c'est l'Inde qui est le pays le plus populé au monde, dans le monde. Oui, effectivement. Il faut dire que la Chine est quand même un pays relativement pauvre, hein, parce que le PIB par habitant, les États-Unis, on est combien? On est à peu près 65 000 $ par personne. La France, on est à peu près 41 000. La Chine, à peine 13 000 $. Donc la Chine est pauvre. Hein. Donc la Chine est relativement pauvre. La Chine est le seul pays dans le monde qui est relativement pauvre, mais dont la population vieillit. Ah, et ça, c'est un grand challenge. Vous avez tout à fait raison de le mentionner. Mais il faut dire que la Chine essaye de trouver des solutions. Hein, une des solutions, c'est de robotisation. C'est-à-dire que la Chine déploie beaucoup de réseaux de 5G. Alors, le 5G supporte et facilite le déploiement des robots. Donc aujourd'hui, si vous avez l'occasion d'aller visiter des usines chinoises, beaucoup sont robotisés. À la place des ouvriers, maintenant c'est des robots qui travaillent bien, qui ne font pas de grève, hein, d'ailleurs, et avec beaucoup de précision. Et donc c'est un moyen, si vous voulez, pour, je dirais, alléger la pression du vieillissement de la population. Donc, dernière question sur la Chine, après on va basculer vers plutôt l'Afrique et les relations sino-africaines. Donc, la Chine a pour l'ambition d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2060. Oui. Donc pour vous, pensez-vous que c'est envisageable? Mais c'est un défi de taille, très difficile. Aujourd'hui encore, je dirais, même si la capacité installée de génération d'électricité en Chine, installée, je dis, hein, en Chine, c'est à peu près 50% pour les charbons, mais dans la réalité, la production réelle de charbon, c'est à peu près 60%. Donc c'est énorme. Dans l'électricité, vous avez encore 60% venant de charbon. Donc c'est un challenge considérable pour atteindre l'objectif que vous avez soulevé, c'est que la neutralité. Mais je pense que les Chinois essayent de travailler sur ce sujet sur 3 plans. Le premier plan, c'est au niveau de la production. C'est-à-dire qu'on va, au lieu de produire l'électricité avec du charbon, avec du gaz, avec de pétrole, on va produire avec panneaux solaires, on va produire avec éoliennes, on va produire avec hydraulique. Bon, hydraulique, aujourd'hui, il n'y a plus de place en fait. Et enfin, avec nucléaire. Alors, peut-être ajouter, le dernier point, on pourrait ajouter biogaz. Biogaz, mais c'est très limité. Alors, déjà, au niveau de production. Deuxièmement, au niveau de l'utilisation. L'utilisation, c'est au lieu de brûler du gasoil, de l'essence, on va l'électricité. Donc on va réduire, d'accord? En Chine, on a beaucoup de centrales charbon. Les centrales charbon ont été construites il y a 30 ans, 40 ans, dont l'efficacité est très mauvaise. Donc maintenant, il faudrait les détruire et construire de nouvelles usines de centrales charbon. Et donc,
Ça va être quand même un énorme défi, n'est-ce pas, environnemental. Oui, mais avant, ça existe déjà. Oui. Mais maintenant, on va les détruire, on va construire de nouvelles. Mais il y a toujours des émissions, des polluants, je suis d'accord. Mais c'est 50% plus efficace. Et on va consommer beaucoup moins de charbon. Donc en soi, c'est un progrès. Je suis d'accord avec vous, c'est encore un peu sale, mais par rapport à ce qui existait déjà, c'est un progrès très important. D'accord ? Eh bien, donc, il y a également les bâtiments, par exemple. Les bâtiments, avant, on brûlait de fuel pour avoir l'eau chaude, mais maintenant, avec des panneaux solaires, avec d'autres types de nouvelles énergies. Tout cela, c'est donc au deuxième niveau, donc deuxième volet, donc au niveau de la consommation. On essaye de réduire les polluants. Et troisièmement, je pense que la Chine a fait une bonne chose. La Chine est le premier pays au monde qui crée chaque année des forêts. Donc, chaque année, il y a plusieurs campagnes pour planter des arbres en Chine. Hein. Et donc, tous les Chinois sont invités à planter. Donc, l'année dernière, les Chinois ont ajouté à peu près 100 000 kilomètres carrés de forêt, soit 1/5 du territoire français, parce que la France, c'est à peu près 550 000 kilomètres carrés, hein, donc c'est énorme. Hein. Et d'ailleurs, toutes les villes sont invitées à créer des coins de parcs, hein, des coins de verdoyants, de jardins, et tout cela, ce sont des efforts nécessaires pour verdir le pays. Donc, là, on parle aussi des techniques écologiques que la Chine essaie de d'utiliser pour justement combattre le réchauffement climatique. Oui. En Afrique, clairement, c'est l'un des continents les plus vulnérables aux effets du changement climatique. Donc, à l'heure actuelle, la présence énergétique en Chine, de la Chine en Afrique, se concentre principalement sur les combustibles fossiles et l'énergie hydroélectrique. Mais quand même, je sais qu'il y a beaucoup de corporations vertes qui sont déjà mises en place ou qui sont en train d'être mises en place par la Chine en Afrique. Donc, pourriez-vous nous parler un peu de ces corporations et les technologies environnementales qu'ils impliquent? Oui, effectivement. Donc la Chine il y a plusieurs. Donc la Chine a déjà aidé beaucoup de pays africains à créer des barrages, hein, de centrales hydrauliques, hein, parce qu'effectivement il y a une ressource naturelle très importante. Donc la Chine a de la technologie et là-bas on a des besoins. Premièrement. Deuxièmement, donc aussi dans le domaine de panneaux solaires, hein, donc les Chinois ont beaucoup fourni et aussi accompagné l'installation et l'exploitation de tous ces panneaux solaires dans beaucoup de pays, à Kenya, Éthiopie, Mali aussi. Mali, voilà, l'Afrique du Sud aussi, hein, tout cela. Et éolien également. Éolien, aujourd'hui, il y a seulement 2 pays, donc l'un c'est l'Égypte, l'autre c'est l'Afrique du Sud, et donc c'est ceux qui ont bénéficié de l'apport technologique de la Chine dans ce domaine. Je dirais que le continent africain a des côtières énormes. Autrement dit, on pourrait, comme en Chine, installer des éoliennes dans la mer, parce qu'on a tellement d'espace. Hein. Ça, on peut également le faire. Et puis, il y a également un autre domaine que les Chinois ont très très bien exploité, eh bien, c'est le biogaz. Vous avez les excréments humains, vous avez des déchets agricoles, tout cela, ce sont des sources naturelles. Et les Chinois, depuis des siècles et des siècles, exploitent en Chine. Donc on a cette expérience. Et en Afrique, donc on peut tout à fait travailler ensemble pour les valoriser. Hein. Donc ça, je pense que déjà, on a déjà eu en Mali, valoriser tous ces déchets verts quelque part. Hein. Voilà. Et dans le cadre de la coopération africaine, donc en Occident, a une tendance à dire, à questionner peut-être la présence chinoise en Afrique. Donc, pour vous, est-ce que la politique étrangère chinoise, donc les relations sino-africaines, sont-elles vraiment gagnant-gagnant, qui est le terme qu'on utilise, on entend beaucoup utilise la Chine. Oui, gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, je pense qu'il faut poser la question aussi aux Africains. Hein, parce que, vous savez, l'Afrique a été exploitée par beaucoup de pays. Je vous donne quelques exemples. Récemment, j'ai un déjeuner avec un gentleman camerounais. Il m'a dit que dans son pays, seulement 30% de la population accède à l'électricité. J'ai été très surpris.
le pays est considéré l'un des pays les plus en forme, c'est en Afrique, mais seulement 30%. Ça veut dire qu'avant, on n'a pas fait grand-chose. Hein. Donc les Chinois arrivent, essayent d'investir dans l'énergie, la production d'énergie, dans l'infrastructure, dans les hôpitaux, eh bien, ils sont contents. Hein. Donc je pense que, est-ce que c'est gagnant-gagnant ? C'est aux Africains de répondre à cette question. C'est pas à la presse occidentale de commenter, de répondre à leur place. Pour ce genre d'investissement, pour les banques et les investisseurs chinois, quels sont les enjeux ? Alors, les banques chinoises, naturellement, ils ont pour mission, plusieurs missions. Hein. D'abord, c'était pour soutenir tous les projets d'infrastructure, les centrales de charbon, peut-être d'autres panneaux solaires, etc. Donc, il faut le financer. Hein. Donc, les banques jouent un rôle important. Il y a également des entreprises chinoises qui achètent des mines en Afrique, donc il faudrait également les financer. Et après, vous avez des échanges commerciaux, parce que vous savez que c'est la Chine aujourd'hui, et dans le monde, on a à peu près 198 pays dans le monde, et la Chine a 142 pays qui a la Chine comme le premier partenaire. Donc presque pour tous les pays africains, le premier partenaire commercial, c'est la Chine. Donc évidemment, pour financer tous ces échanges commerciaux, il faut des banques. Je suis d'accord avec vous que c'est assez nouveau. Les Chinois, ils viennent d'aller sur le marché international, on commence à travailler avec des gens, et on n'a pas suffisamment d'expérience. Ma foi, on fait des bêtises. Hein? On a trop financé, ou bien, ma foi, il y a de corruption. Tout cela, ça existe. Mais par contre, il ne faut pas généraliser. Hein? Quand vous regardez 100 projets, peut-être il y a un projet qui a foiré, et il ne faut pas dire que tous les projets chinois ont foiré. Ce n'est pas vrai. Hein? Donc, il faut reconnaître des erreurs, il faut les corriger, mais il faut dire aussi la vérité. Parce que là, on parle quand même de la piège de la dette, par exemple, une relation asymétrique. Oui. Donc, pour vous, c'est plutôt... il faut d'abord parler aux Africains pour vraiment voir ce qui se passe sur le terrain. Tout à fait, oui, tout à fait. Une dernière question, à votre avis, quel type de partenariat dans le cadre des relations sino-africaines, dans le cadre de coopération sino-africaine, sera le plus bénéfique pour l'Afrique ? Alors, moi je pense que il y a 40 ans, avant de venir en France, c'était il y a 35 ans, la Chine était très pauvre. Et en termes de PIB, la Chine était plus inférieure à beaucoup de pays africains. Et la Chine a beaucoup progressé, donc la Chine a des expériences. Et du fait que la Chine a aussi, comme les Africains, dans le passé, été un petit peu dans la misère. Donc on a des histoires un peu similaires. Hein. Donc du coup, on peut se faire confiance beaucoup plus facilement. Donc je pense qu'il faudrait, pour les Chinois, tout comme pour les Africains, profiter de cette facilité de compréhension entre les deux peuples. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que les Chinois, ils se sont développés à partir de zéro. Comme les Africains aujourd'hui, peut-être. Eh bien, ces expériences-là, il faut les partager. Les Chinois ont fait des bêtises, ont des succès, mais essayez de partager ce qui est bon. Je pense que, par exemple, l'Éthiopie, donc, ils ont créé des zones spécifiques pour l'export et ça rend le pays beaucoup plus fort. Donc, aujourd'hui, vous voyez, l'économie est plus florissante. J'ajouterais que c'est très important pour les Africains de voir pourquoi les Chinois, sur le plan technique, ils ont progressé. Parce que les Chinois avaient demandé aux Occidentaux le transfert des technologies. Et le transfert des technologies. Donc, je pense que les Africains, pour défendre leurs intérêts, quand ils travaillent avec des Chinois, donc il faudrait également demander aux Chinois de partager les compétences et de former des ingénieurs. Au lieu d'exporter des matières premières, des matières brutes, directement à l'extérieur, avec une valeur ajoutée très limitée, donc avec la technologie dans le pays, raffiner, élaborer, ajouter les valeurs ajoutées, on pourrait tout à fait rendre le pays plus fort. Bon, merci beaucoup, Monsieur Jérémy, d'être venu aujourd'hui. Très bien, merci. Et merci à vous de nous avoir suivis pour ce premier numéro de Chine Afrique. Merci beaucoup et à bientôt.